Au niveau mondial, l'élevage émet 14,5% des gaz à effet de serre. Et si on se penche sur le cas français, on tombe, selon un rapport d'une institution française, à 9,2%. Donc on pourrait se dire, oui, en France, on fait quand même notre part, on est un petit peu mieux que le reste du monde. Sauf qu'en fait, la différence entre ces deux chiffres, elle se trouve dans la méthode de calcul, puisque le chiffre de la FAO, 14%, prend en compte vraiment tous les aspects de l'élevage, que ce soit des cultures pour alimenter les animaux jusqu'aux abattoirs, tandis que ce chiffre de 9,2% pour la France ne prend en compte que les émissions directes, c'est-à-dire les émissions de méthane par les animaux et la gestion des éjections. Donc on peut se poser la question, quel serait ce chiffre si on prenait l'élevage français dans son ensemble? Donc c'est ce qu'on appelle l'estimation du cycle de vie. Donc dans ce cycle de vie, on prend en compte évidemment les émissions directes, donc ce que j'ai dit, la fermentation entérique, donc l'émission de méthane par les animaux et la gestion des déjections. Mais il faudrait aussi prendre en compte les cultures qui sont destinées à alimenter les animaux, le transport des aliments jusqu'aux élevages, mais aussi le transport des animaux des élevages jusqu'aux abattoirs, qui peut parfois être très long. On a les bâtiments d'élevage, c'est des bâtiments qu'il faut éclairer, qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir, qu'il faut désinfecter. Le fonctionnement des abattoirs, qui est extrêmement énergivore aussi. Et en dernier point, la déforestation. Ça peut paraître un petit peu étrange, puisque en France et même globalement en Europe aujourd'hui, la déforestation n'est plus un problème. Les forêts ont même tendance à s'agrandir en Europe aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'importations, notamment de soja et de tourteaux de soja, y compris pour l'élevage français, qui provient en majorité d'Amérique du Sud. Et donc évidemment, pour cultiver ce soja, on est obligé de déforester des forêts primaires comme l'Amazonie. Et étant donné que ces forêts primaires sont des stocks de carbone, ça libère du CO2 dans l'atmosphère et ça participe au réchauffement climatique. Donc évidemment, en prenant tous ces facteurs en compte, on est probablement à un chiffre qui est largement supérieur aux 9,2% et qui est à peu près à la moyenne mondiale. C'est fort probable en tout cas. Ensuite, il faut savoir aussi que l'élevage est un gaspillage de ressources par son fonctionnement même, par sa nature même. Par essence, on peut résumer l'élevage au fait de nourrir des animaux pour pouvoir ensuite les manger. Et c'est un détour de production qui est particulièrement inefficace. C'est un fonctionnement qui est pas très rationnel quand on y réfléchit vraiment, puisque donc, pour ce qu'on appelle l'alimentation animale, donc quand on donne à manger aux animaux, il n'y a qu'une petite partie de l'énergie qui est fournie par les aliments qui va être restituée sous forme de viande. Tous ces aliments vont être gâchés entre guillemets dans plein d'autres procédés physiologiques, notamment la production de chaleur, simplement pour maintenir l'animal en vie. Également les fonctions vitales, donc tout ce qui est battement de cœur, respiration, métabolisme de base, c'est quelque chose que même nous les humains nous expérimentons. Évidemment, on ne grossit pas autant que l'on mange, toute la nourriture que l'on consomme est principalement consommée via les fonctions vitales. On a la digestion, puisqu'absorber des aliments, ça consomme aussi de l'énergie. Les animaux aussi ils grandissent, mais ils ne produisent pas que du muscle, ils produisent des os, des poils, énormément de parties qui ne vont pas être utilisées dans l'alimentation et qui vont souvent être jetées et non utilisées. Et en dernier, la croissance musculaire, donc c'est le seul qui nous intéresse économiquement entre guillemets, et ça va représenter généralement moins de 20% des aliments en termes d'énergie. Donc on a une déperdition assez énorme au niveau des ressources organiques. Et donc c'est là devient ce fait qu'il faut environ 6 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. C'est une moyenne évidemment, c'est extrêmement variable suivant les espèces, suivant les modes d'élevage, suivant les aliments qu'on va donner. C'est une moyenne qui a été établie par la FAO dans une étude très très récente en 2017. Et évidemment cette étude de la FAO a détaillé en fonction des espèces, en fonction des types d'élevage. Et on se rend compte que les animaux les plus inefficaces pour convertir les calories sont les bovins, et les plus efficaces, entre guillemets, seraient les poulets. Même dans le cas des poulets, ça reste un ratio largement négatif, c'est un gaspillage de ressources nettes. Et donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans ces 6 kg de protéines végétales, puisqu'évidemment ce n'est pas forcément que du soja, que du blé, que des aliments qui pourraient être consommés par les humains. Ce serait un petit peu malhonnête de partir de ce principe-là. Donc on a quand même des moyens de mitiger ces gros coûts environnementaux et ce gaspillage de ressources.
Donc dans ces 6 kilos, on a d'abord des céréales, évidemment, particulièrement pour l'élevage de poulets, mais aussi pour l'élevage des porcs et pour bien d'autres animaux. On a l'utilisation des fourrages pour les bovins, l'utilisation des protéagineux. Les protéagineux, c'est tout ce qui va être pois, soja, ce genre d'aliments. Les pâturages qui sont utilisés quasi exclusivement pour les bovins et autres petits ruminants. Et en dernier, les coproduits de l'industrie qui sont des sous-produits de l'industrie alimentaire. Quelques exemples, ça peut être la pulpe de betterave qui est rejetée lors de la fabrication du sucre, ou encore les tourteaux de soja qui sont un coproduit de la production de l'huile de soja. Et donc quand on regarde ces 5 catégories, il y a uniquement les pâturages, les coproduits de l'industrie qui pourraient éventuellement représenter une utilisation optimale des ressources. Mais quand on se penche par exemple sur les céréales et les protéagineux, c'est des choses qui peuvent être directement consommées par les humains. Donc c'est vraiment un gaspillage de ressources net et évident. Pour les fourrages, ça l'est un petit peu moins, mais pour cultiver des fourrages, on prend des terres arables qui pourraient être utilisées pour des cultures pour les humains, donc ça reste un gâchis de ressources agricoles. Et enfin, la question des pâturages et des coproduits de l'industrie, elle est un petit peu plus complexe. On ne peut pas dire que c'est nécessairement une utilisation optimale, puisque les pâturages, certains peuvent ne pas être cultivés, mais il existe aussi beaucoup de prairies temporaires, de prairies artificielles, qui pourraient être utilisées autrement au niveau agricole. Et de la même manière pour les coproduits de l'industrie, il y a certains cas où on est vraiment sur des déchets de l'industrie alimentaire, mais dans d'autres cas, on est sur des coproduits qui ont une telle valeur financière que c'est même elles qui vont encourager certaines cultures. C'est notamment le cas du soja. Aujourd'hui, il y a une vraie prévalence de l'huile de soja dans l'alimentation humaine, mais cette prévalence, elle ne vient pas de nulle part. C'est qu'il y a un débouché qui est extrêmement rentable au niveau des tourteaux de soja qui sont importés très largement dans l'élevage en Occident, enfin en Europe et outre-Atlantique. Et donc c'est même ça qui rend la production d'huile de soja vraiment rentable. Donc pareil, on a quelque chose qui est un petit peu litigieux au niveau des coproduits de l'industrie. On ne peut pas nécessairement savoir si c'est une bonne utilisation. Et évidemment, aujourd'hui en France, on utilise très très mal nos ressources au niveau agricole, au niveau de l'élevage. On pourrait se dire que l'utilisation des céréales et des protéagineux est vraiment minoritaire. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Je prends l'exemple des céréales, tout simplement. Donc aujourd'hui, en France, les céréales qui sont cultivées et utilisées en France, puisqu'il y en a la même quantité qui sera exportée, donc les céréales cultivées et utilisées en France, c'est environ 30 millions de tonnes par an. Et dans ces 30 millions de tonnes, on va avoir 18 millions et quelques qui vont être utilisés uniquement pour l'alimentation animale. Il y a deux catégories, puisqu'il y a celles qui sont directement cultivées par les éleveurs, donc qui ne passent pas par les marchés, et d'autres qui passent par des transactions financières et donc qui sont comptabilisées en tant qu'alimentation animale directe. Ça veut dire qu'on a plus de la moitié des céréales utilisées en France qui vont aux animaux. C'est un détour de production qui est vraiment, vraiment inefficace. Et en revanche, on a simplement 5,8 millions de tonnes et 6,2 millions de tonnes qui sont pour d'autres utilisations, que ce soit l'alimentation humaine ou les biocarburants. Il y a vraiment énormément de domaines d'application pour les céréales. Et on voit bien, avec l'exemple de la culture céréalière, à quel point on est sur un modèle qui n'est pas du tout rationnel, pas du tout efficace au niveau de notre production. Et en second lieu aussi, je voudrais parler d'un gaspillage de ressources, mais cette fois pas de ressources agricoles, mais de ressources financières. Le schéma paraît un petit peu compliqué, mais en réalité, ça l'est pas tant que ça. Il faut savoir qu'en fait, l'industrie de l'élevage, donc que j'ai mis au centre, l'industrie de la viande, c'est une industrie qui siphonne de l'argent par tous les côtés, particulièrement l'argent public. Déjà, de base, c'est une activité qui n'est simplement pas rentable économiquement, puisqu'elle est soutenue très largement par des subventions européennes et des subventions publiques françaises, donc par l'argent du contribuable. Alors qu'aujourd'hui, les éleveurs, il y en a énormément qui se dégagent un salaire qui est inférieur au SMIC en travaillant largement plus que 35 heures par semaine. Donc c'est bien la preuve qu'on est sur un modèle qui ne fonctionne pas. Et donc en plus d'accaparer cet argent public au niveau de la production, l'élevage a tout un tas de conséquences annexes sur l'environnement, mais aussi sur la santé, j'y viendrai après, qui ont des coûts au niveau public. Et ces coûts-là, ils ne sont pas du tout assumés par l'industrie qui les cause, mais bien ils sont assumés par l'argent public et par l'argent du contribuable. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est un coût économique. Évidemment, ce n'est pas l'industrie de l'élevage qui va la payer.
De la même manière, le problème des algues vertes en Bretagne, quand on enlève des algues vertes sur les plages, c'est pas l'industrie d'élevage, c'est pas les éleveurs de cochons qui les payent, c'est avec nos impôts. Et également pour les problèmes de santé, que ce soit toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers qui sont induits par la surconsommation de viande rouge, mais aussi les aliments contaminés, j'y viendrai après, c'est des choses qui sont prises en charge par l'argent public. Donc on a vraiment une industrie de l'élevage qui a un coût public extrêmement important et qui représente un gros gaspillage de ressources financières.